Tout le monde connaît Alice, la petite héroïne de Lewis Carroll, qui traversait les miroirs et explorait le pays des merveilles. Mais seuls quelques initiés, appartenant au monde de la physique nucléaire, connaissaient Alice, l'accélérateur de particules, une machine extraordinaire dont l'histoire est passionnante. Alice est née en 1969, l'année du premier vol de Concorde, comme si c'était cette étrange cigogne qu'il avait déposée à Orsay. Mais elle avait été conçue beaucoup plus tôt, à l'époque des superconstellations, et Robert Bazile était à l'origine de ce projet. Dès 1955, sous l'influence de la patronne, il avait été décidé de fabriquer un cyclotron à énergie variable et à ion lourd. Ce projet a été réalisé quelques années plus tard. Personnellement, j'avais été chargé d'étudier le problème de la source d'ion. En 1956, j'ai passé ma thèse. Ma thèse, elle n'était pas très bonne. Mais j'avais un jury formidable. Frédéric Joliot-Curie comme examinateur, Louis de Broglie comme président de jury, et Jean Teillac comme rapporteur, Jean Teillac qui était le haut commissaire à l'énergie atomique pendant longtemps. C'était la grande époque de la physique nucléaire. La patronne de Robert Bazile, c'était Irène Joliot-Curie. Peu avant son décès, survenu en 1956, elle avait créé l'Institut de physique nucléaire, premier laboratoire de la faculté des sciences d'Orsay, destiné à devenir un grand centre de recherche et d'enseignement. Le cyclotron à ion lourd devait venir en complément d'un autre accélérateur, le synchrocyclotron à protons, dont la construction avait commencé dès 1955. Le proton, chargé positivement, est un noyau d'hydrogène. Avec son compère, le neutron, il constitue l'élément de base de tous les autres noyaux. Ceux-ci sont classés selon leur nombre de neutrons et de protons dans la carte des isotopes. Les isotopes stables que l'on trouve dans la nature occupent la zone centrale. Les isotopes radioactifs, synthétisés par l'homme ou dans les étoiles, se trouvent à droite de cette zone s'ils sont riches en neutrons, et à gauche s'ils sont riches en protons. À la fin des années 50, les collisions protons-noyaux sont la principale méthode d'étude de la structure nucléaire. Mais les ions lourds, qui sont des noyaux atomiques complexes utilisés comme projectiles, vont conduire à une variété plus riche de collisions, semblables à celles de minuscules gouttes d'eau, et à des informations nouvelles, comme l'explique le théoricien belge Marcel Demeure. L'intérêt d'une physique des ions lourds m'est apparu en 1953 lors d'une visite à Birmingham où des physiciens expérimentateurs commençaient à accélérer des ions de carbone. Les réactions par protons étaient à cette époque-là décrites comme étant la capture d'un point par une sphère, alors que les réactions par deutons, le deuton étant un projectile composé d'un proton et d'un neutron, devaient être décrites en tenant compte de la structure de cet ensemble de particules. Et effectivement, en 1949, la théorie qui en avait été faite tenait compte d'une telle structure. Il était clair à partir de ce moment-là qu'il était intéressant de développer une physique de collision entre noyaux complexes, que nous appelons aujourd'hui la physique des ions lourds, et que la synthèse entre la description de la structure et la description des réactions nucléaires était indispensable. Cependant, alors qu'à Orsay on fête le premier faisceau du synchrocyclotron à protons, peu de chercheurs croient en l'avenir de la physique des ions lourds, considérée comme trop complexe. Marc Lefort, un des premiers adeptes des ions lourds, explique les réticences de ses collègues. Effectivement, les réactions par ions lourds étaient difficiles à interpréter.
Ce qui rendait sceptiques les physiciens à l'époque, c'était leur habitude de travailler dans le cadre d'un modèle du noyau comme un puits de potentiel dans lequel se mouvaient des particules indépendantes régies par les lois de mécanique quantique. Il recherchait donc des états à l'aide de sondes très fines, de façon à caractériser ces particules. Et alors on oubliait évidemment à ce moment-là les propriétés macroscopiques des noyaux, qui s'étaient pourtant révélées lors de la découverte de la fission et qui allaient être éclairées à nouveau par toutes les études de collision noyau-noyau. En 1957, l'année du lancement du premier satellite artificiel, le Spoutnik, Frédéric Joliot signe la commande du cyclotron à ion lourd. Celui-ci est constitué d'un gros électroaimant produisant entre ses pôles un champ magnétique vertical. Dans ce champ magnétique, entre deux électrodes semi-circulaires creuses, placées horizontalement, est créé le champ électrique accélérateur, dont la haute fréquence est ajustée à l'aide d'un court-circuit mobile sur une ligne coaxiale résonante. Au centre de la machine, vue ici du dessus, est placée la source d'ion. Dans cette source, un arc électrique produit les ions positifs en épluchant les atomes gazeux, c'est-à-dire en leur arrachant un ou plusieurs électrons. Ces ions sont accélérés dans l'intervalle interélectrode et pénètrent dans la première électrode creuse. Là, à l'abri du champ électrique, mais non du champ magnétique, ils suivent une trajectoire circulaire. Pendant ce temps, on inverse le signe des deux électrodes, ce qui permet d'accélérer l'ion une seconde fois. Le processus se répète tout le long de la trajectoire jusqu'au rayon maximum du cyclotron où l'ion est éjecté de la machine. Le cyclotron à ion lourd produit son premier faisceau en 1966. C'est un succès technique, mais dont la portée scientifique est assez limitée. En effet, le cyclotron ne peut accélérer que quelques ions, et ces types de faisceaux existent déjà aux États-Unis. Et à Doubna, en URSS, un cyclotron à ion lourd fonctionne depuis 10 ans. Ce qui va renverser la situation, c'est l'idée originale de Robert Bazile. On peut éplucher des atomes dans une source d'ion en les aspergeant d'électrons rapides. Mais on n'obtient pas de très bons résultats dans ces conditions. Alors, j'ai imaginé d'accélérer des ions peu chargés à l'extérieur du cyclotron, d'amener les ions déjà assez rapides au centre du cyclotron, et là de les faire passer dans un petit peu de matière, une feuille mince ou un petit jet de gaz. Les ions s'y cognent, s'y heurtent et perdent une partie de leur revêtement d'électrons. Ensuite, ils sont pris en charge par le cyclotron et en sortent avec une énergie décuplée. Ainsi, comme Alice traversait les miroirs pour entrer au pays des merveilles, les ions doivent traverser une feuille mince pour accéder aux hautes énergies. Pour réaliser cette idée, il faut construire un nouvel accélérateur. L'étude en est menée au sein du service dirigé par André Cabrespine, par un jeune ingénieur, Claude Biette, qui deviendra plus tard le premier chef de machine d'Alice. Pour pouvoir atteindre le centre du cyclotron, malgré le champ magnétique qui courbe les trajectoires, et d'autre part obtenir, après passage sur la feuille d'épluchage, les états de charge les plus élevés possibles, il était nécessaire de préaccélérer les ions à des énergies de 11 millions de volts par charge. On voit en effet que si les ions ont une énergie trop faible, leur trajectoire est trop courbée et les ions ressortent du cyclotron. On a pensé réaliser ainsi un petit accélérateur d'une dizaine de mètres de long, comportant 50-56 électrodes à des potentiels haute fréquence élevés et qui nous permettait d'atteindre cette énergie finale. Il fallait cependant d'autre part développer ce que nous avons fait à Orsay en collaboration avec nos collègues scientifiques soviétiques à Doubna, des sources produisant des courants intenses dans des états de charge très élevés. Dans un accélérateur linéaire, les ions sont accélérés progressivement par les champs électriques que l'on crée entre des électrodes.
entre une électrode de potentiel V positif et une électrode de potentiel V négatif, les ions reçoivent un gain d'énergie de 2V par charge. Pour que l'accélération puisse continuer, il faut changer rapidement le signe du potentiel de l'électrode que l'ion vient d'atteindre. De même pour la suivante. Compte tenu de la vitesse des ions, qui peut atteindre 10 000 km par seconde, il faut changer le signe des électrodes 25 millions de fois par seconde. Et c'est pourquoi l'on utilise une tension accélératrice haute fréquence. Les 56 électrodes que l'on voit ici avec leur support sont connectées à une structure résonante haute fréquence. Les ions qui cheminent le long de la ligne des électrodes reçoivent de la première électrode 100 kV par charge et de la dernière électrode 500 kV par charge. La construction de l'accélérateur linéaire est confiée à la société française CGR MEV. Pendant ce temps, le cyclotron est en fonctionnement. Les recherches concernent principalement deux types de réactions nucléaires, les réactions de transfert et la fusion. Les réactions de transfert sont issues de collisions tangentielles. Au cours de ces collisions, le projectile frôle la cible, capte ou cède quelques nucléons et poursuit son chemin. Plus violents, les chocs frontaux donnent naissance à un noyau composé en rotation plus ou moins rapide. Ce sont les réactions de fusion du projectile et de la cible. Henri Sergol, physicien, aujourd'hui directeur de l'Institut de physique nucléaire, a beaucoup étudié ces phénomènes. Les ions lourds constituent un outil de choix pour étudier et comprendre l'organisation des nucléons, les protons et les neutrons, au sein du noyau. Et dans cette optique, les réactions de fusion sont particulièrement intéressantes puisqu'elles permettent de produire des isotopes qui n'existent pas dans la nature. Et de surcroît, ces noyaux ont acquis au cours de la réaction qui les a produits une importante énergie d'excitation et une grande vitesse de rotation. De sorte que dès la construction du cyclotron, nous avons utilisé ces possibilités pour étudier les propriétés particulières d'isotopes ainsi produits. Dans cette expérience réalisée en 1969, un faisceau d'oxygène bombarde une cible de tungstène et il se forme alors des isotopes de plomb qui sont très déficitaires en neutrons par rapport aux isotopes stables. Plus tard, avec la construction d'ALICE, des ions encore plus lourds tels que l'argon et le krypton devenaient disponibles et ouvraient de nouvelles possibilités particulièrement intéressantes puisqu'il devenait possible d'étudier sur une large gamme de noyaux toute la plage d'énergie, d'excitation et de vitesse de rotation qu'un isotope peut supporter avant de se casser sous l'action des forces centrifuges et des forces de répulsion électrique. L'accélérateur linéaire est livré fin 1967. Après que l'on ait bien admiré sa magnifique structure d'électrodes, il est mis en place et recouvert d'un capot, car le faisceau ne peut être accéléré que sous vide. En 1969, les astronautes américains marchent sur la Lune. Cependant, à La Plagne, station toute nouvelle, a lieu la première conférence française sur la physique des ions lourds. Celle-ci a encore beaucoup de détracteurs, mais elle a désormais pignon sur rue. La même année, l'ensemble ALICE, dont le nom signifie accélérateur linéaire injectant dans un cyclotron, voit le jour. Il est constitué d'une source d'ions extérieure, beaucoup plus grosse et beaucoup plus efficace que les sources placées à l'intérieur du cyclotron, de l'accélérateur linéaire, d'une ligne de transfert conduisant le faisceau de basse énergie jusqu'au cyclotron, et de 3 lignes conduisant les faisceaux de haute énergie dans les salles d'expérience. Premier accélérateur d'ions lourds au monde, couplant 2 machines différentes, ALICE délivre un faisceau de krypton en mars 1970. Son intensité est si faible qu'on distingue à peine sa trace dans une enceinte remplie d'hélium. Cependant, c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'un ion aussi lourd que le krypton est accéléré à une énergie suffisante pour produire des réactions nucléaires dans toutes les cibles existantes, jusqu'à l'uranium. Et c'est un des meilleurs souvenirs de Marc Lefort.
Ce faisceau de krypton était justement tout à fait bienvenu. En effet, à cette époque, on essayait de rechercher un îlot de stabilité pour des éléments très lourds. Il faut dire que les éléments chimiques naturels vont de l'hydrogène à l'uranium, c'est-à-dire de 1 proton à 92 protons. Ensuite, les Américains et les Soviétiques avaient créé de nouveaux éléments, les éléments transuraniens, en bombardant l'uranium avec des projectiles relativement légers, puisqu'il s'agissait de passer de 92 à un peu plus de 92 protons. Ces éléments sont très radioactifs, ils sont très connus, du neptunium, plutonium à l'élément 104, et au-delà, on a affaire à des noyaux très instables. Mais beaucoup plus loin, pour un Z allant de 114 à 128, on prévoyait l'existence d'une nouvelle stabilité, de ce qu'on appelait un îlot d'éléments super lourds. Or, pour obtenir ces nouveaux noyaux, il fallait bombarder le thorium et l'uranium, qui étaient les cibles disponibles, avec un projectile beaucoup plus lourd, et justement avec le krypton, à la condition que ce faisceau de krypton ait l'énergie suffisante pour vaincre la répulsion des charges électrostatiques des noyaux, de façon à agglomérer le projectile et la cible en un noyau de fusion. Ces éléments super lourds étaient donc très recherchés à l'époque, et j'ai ici sous les yeux une figure présentée de façon humoristique par nos collègues soviétiques, en particulier le professeur Flerov, qui montre cette recherche d'un îlot de stabilité un peu à la façon dont se faisait la découverte de nouveaux continents au XVe siècle par une navigation. Il y avait aussi un autre intérêt qui était l'intérêt chimique, parce que le tableau périodique des éléments ne s'arrêtait plus déjà à l'uranium, mais allait beaucoup plus loin, jusqu'à l'élément 104, et l'existence d'un îlot pour des éléments encore beaucoup plus lourds aurait ouvert tout un domaine de chimie nouveau, complètement inexploré jusqu'alors, et aurait fait faire un nouveau pas pour la chimie. Donc, à l'époque, nous étions responsables, Michel Rioux et moi, d'une nouvelle expérience qui était la recherche de cet îlot de super lourd, utilisant le faisceau de krypton. Oui, alors l'expérience consiste à envoyer un faisceau de krypton accéléré par l'ensemble Alice sur des cibles de thorium ou d'uranium. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est un noyau de fusion entre ce projectile et cette cible. Ce noyau de fusion est dans un état de grande énergie d'excitation et par conséquent, il doit se désexciter en émettant un certain nombre de particules, neutrons, photons, mais dans ce cas, on reste dans la région des superlourds, donc on devrait les synthétiser. L'autre cas, c'est celui où ce noyau de fusion se désexcite par fission, c'est-à-dire rupture en deux autres noyaux de masse à peu près égale, et évidemment, dans ces circonstances, on n'observera pas le noyau de fusion. Donc, il fallait tenter l'expérience en espérant que la fission ne serait pas trop probable et nous laisserait un minimum de noyaux de fusion à observer. Le dispositif expérimental était complexe. Le faisceau de krypton arrive par ce tuyau et vient frapper une cible d'uranium ou de thorium, d'où sont éjectés avec grande vitesse les noyaux de fusion produits. Nous avons ici une déflexion électrostatique qui permet de séparer ces noyaux de fusion du faisceau incident. Les noyaux de fusion, quant à eux, sont défléchis par le champ magnétique produit par cet électroaimant et ensuite détectés dans le plan focal avec mesure à la fois de temps de vol et d'énergie. On connaît donc la vitesse et l'énergie des noyaux produits, d'où on peut déduire leur masse. C'est la mesure de cette masse, plus de 300 fois supérieure à celle du proton, qui devait permettre d'identifier sans ambiguïté les noyaux super lourds. Pour mieux les capter,
Une mosaïque de 16 détecteurs tapissait le plan focal de l'aimant. Dans chacun d'entre eux, l'impact du noyau devait produire une petite impulsion électrique qu'il fallait amplifier et analyser. Egidio Festa, ingénieur en électronique, allait régler ce problème. À partir du milieu des années 50, l'électronique ne cessait d'évoluer. Nous étions passés du tube électronique au transistor, avec un gain considérable en volume et surtout en énergie. Au moment où les expériences de recherche des superlourds s'organisaient, nous disposions déjà de circuits intégrés de cette taille, dans lesquels une vingtaine de transistors environ sont intégrés. C'était également l'époque où les premières calculatrices de poche apparaissaient. La miniaturisation permettait d'avoir des postes radio, des postes de télévision beaucoup plus petits qu'auparavant et beaucoup plus compacts. Et cette évolution se traduisait par des gains considérables en volume et en performance dans le domaine des appareils de laboratoire. Le problème était d'essayer de savoir de combien de mémoire nous allions avoir besoin. Il y avait 16 détecteurs, sur chacun desquels tombaient les particules. Il fut décidé d'associer à chacun de ces détecteurs 256 mémoires. Donc nous nous sommes orientés vers le choix d'un TRIDAC qui comporte 4096 mémoires que l'on peut utiliser en 16 fois 256. C'est avec cet appareil qu'ont été enregistrées les données fournies par l'expérience superlourde. Lorsque nous avons voulu enregistrer le paramètre temps, le temps que mettait la particule pour aller de la cible au détecteur, les 4096 mémoires du TRIDAC ne suffisaient plus et nous avons utilisé une bande magnétique sur laquelle on enregistrait les données au fur et à mesure qu'elles étaient fournies. La recherche des superlourds, priorité absolue du laboratoire, durera 18 mois. 18 mois d'espoir et de lutte incessante, au cours desquels les chercheurs scrutent l'écran de leurs oscilloscopes, tandis que les techniciens tentent de maintenir la flamme vacillante d'un faisceau très instable. Aucune masse supérieure à 300 ne sera observée. Le rendez-vous avec les superlourds est manqué. C'est une grande déception, mais on ne se décourage pas. On cherche pourquoi l'expérience a été négative. L'explication sera surprenante, comme le rappelle le théoricien Klaus Dietrich de l'Université technique de Munich. On s'attendait à ce que les deux noyaux, le krypton et l'uranium, forment un noyau composé, comme on l'avait déjà observé pour des projectiles plus légers. Mais c'est un autre type de réaction qui s'est produit. La répulsion des charges électriques des noyaux et les forces d'inertie les empêchent de fusionner. Les deux noyaux forment un système intermédiaire, une sorte de molécule nucléaire, dans laquelle ils conservent leur identité. Il y a échange de neutrons et de protons entre les deux noyaux. En même temps, la molécule nucléaire tourne d'un certain angle avant que les noyaux se séparent de nouveau. Comme on peut calculer la vitesse de rotation de cette molécule, on peut déterminer de l'angle d'émission le temps de vie de la molécule, qui est un temps d'ailleurs extrêmement court. La méthode choisie pour produire les superlourds s'avérait donc inopérante, et le problème de leur existence restait ouvert. Mais déjà la communauté scientifique se passionne pour ces nouvelles réactions nucléaires, et à Gif-sur-Yvette, en mai 1975, est organisée la première réunion internationale centrée sur ce sujet. On y note la présence des Américains Alexander, Blan, Huizenga, Miller, de l'Italien Moretto depuis peu à Berkeley, des Allemands Bass, Bock, Mosel, Dietrich, Gross, Nuremberg, du Suisse Gobi de Darmstadt, du jeune Belge Cugnon, du Polonais Wilczynski et de nombreux Français parmi lesquels Hervé Niffnecker et bien sûr Robert Bazile et Marc Lefort. Seul le soviétique Volkov manque à l'appel. Il n'a pas pu quitter Doumna. Et la compétition s'ouvre entre les laboratoires pour baptiser ce nouveau phénomène,
ce qui est le moyen de s'en attribuer la paternité. C'est le terme transfert très inélastique qui l'emportera finalement. Cette période marque la consécration de l'accélérateur Alice et le véritable essor de la physique des ions lourds. Une centaine de physiciens, français et étrangers, sont demandeurs de faisceaux. Un comité scientifique est créé pour sélectionner ces demandes. Un crédit est obtenu pour augmenter le nombre de lignes expérimentales qui passe de 3 à 9. Xavier Tarago, qui a succédé en 1971 à Marc Lefort comme responsable scientifique d'Alice, organisera leur mise en place. La nouvelle salle des faisceaux est une réussite avec son doublet tournant, portion mobile automatisée réalisée par les mécaniciens du laboratoire qui se connectent alternativement sur chaque ligne utilisée. Et pour réaliser les alignements, il y a désormais le laser. Inventé en 1960, le laser, qui sera bientôt utilisé massivement dans les spectacles, fournit une ligne droite idéale qui simule l'axe géométrique du faisceau. Il succède ainsi à son glorieux ancêtre, la lunette de Galilée, découverte en 1609 et qui n'a cependant pas démérité. Mais cette période est aussi celle du premier choc pétrolier et le début d'une longue crise qui aura une incidence néfaste sur les budgets de la recherche. Sur l'accélérateur Alice, la pression ne se relâche pas. Les recherches se poursuivent par des approches variées et complémentaires. Par exemple, en plaçant des détecteurs autour de la cible, on étudie les réactions nucléaires par la mesure des particules émises à divers angles au moment de la collision. Mais on analyse aussi ce qui reste après le choc, c'est-à-dire les noyaux lourds produits par transformation de la cible en mesurant leur radioactivité après irradiation par le faisceau. Ainsi, au fil du temps, progresse la connaissance. Auprès de cette machine, qui fonctionne nuit et jour, et où les équipes sont soudées par la poursuite d'un même objectif, on se croirait à bord d'un grand navire. Avec la salle des machines, le poste de commande, les hommes de quart, le cahier de bord, les coursives, avec les calmes et les tempêtes. Mais dans cette course à la découverte, Alice a maintenant deux concurrents redoutables. Le Super HiLAC de Berkeley depuis 1972 et l'Unilac de Darmstadt en Allemagne. Ces deux géants, qui ont coûté 100 fois plus cher qu'Alice, produisent des faisceaux plus lourds et plus intenses. La supériorité technique d'Alice est déjà révolue. Il reste l'avance scientifique prise par les physiciens. Elle-même, cependant, va s'amenuisant. Pourtant, de 1975 à 1980, c'est la période de pleine production scientifique. Les travaux français sont présentés dans toutes les conférences internationales. Les résultats les plus marquants sont enseignés à l'université. L'un des objectifs d'Alice était la recherche de nouveaux noyaux. L'équipe spécialisée dans ce domaine était dirigée par Yvon Le Beyec, chercheur au CNRS. Celui-ci avait importé d'Amérique une technique de collection ultra rapide de noyaux, dite du jet d'hélium. Dans ce système, les noyaux sont produits par fusion et sont éjectés de la cible. La cible est comprise dans une chambre qui est remplie d'hélium. Sous l'impact des ions du faisceau, les noyaux reculent, parcourent quelques centimètres. Ensuite, ils sont transportés rapidement à travers un petit tube vers une autre chambre qui est connectée à une grosse pompe. À leur arrivée dans cette chambre, ils sont collectés sur un collecteur qui est en vue directe d'un détecteur. Ce détecteur permet de mesurer les rayonnements caractéristiques
de ces nouveaux isotopes qui sont produits. On a pu ainsi, sur Alice, mettre en évidence environ une trentaine de nouveaux isotopes. Et par la suite, ce système a été complété afin de pouvoir mesurer la masse des noyaux produits. Et cette caractéristique essentielle qu'est la masse des noyaux est une nouvelle donnée importante au niveau de la matière nucléaire. Ces noyaux riches en protons, produits par fusion, viennent se placer à gauche de la carte des isotopes. C'est la conquête de l'Ouest. Mais la concurrence avec les chercheurs de Darmstadt est rude. Et en même temps, à l'est de la carte cette fois, la compétition fait rage entre les soviétiques de Doumna et une autre équipe d'Orsay pour découvrir des isotopes riches en neutrons. Et de conquête en conquête, la carte des noyaux s'élargit. Entre 1968 et 1981, le nombre de noyaux connus passera de 1600 à 2200. Depuis les débuts d'Alice, l'informatique a progressé énormément. Les premiers ordinateurs à tubes électroniques étaient des monstres, et même dans les années 60, les grosses machines étaient encore réservées au calcul. En 1976, la micro-informatique fait son entrée sur Alice, sous la forme d'un mini-ordinateur PDP 1134 associé à un microprocesseur qui, fabriqué au laboratoire, effectue un premier traitement des signaux électriques en provenance des détecteurs. Les résultats sont ainsi visualisés pendant l'expérience, afin de contrôler son bon fonctionnement et enregistrés sur bande magnétique. Par la suite, ils sont traités par un gros ordinateur. Ce système est bien adapté à la complexité des réactions par ions lourds, au cours desquelles plusieurs particules sont souvent émises simultanément. Les progrès de l'informatique se font également sentir en ce qui concerne l'interprétation des données. Et les plus puissants ordinateurs sont utilisés par les théoriciens de physique nucléaire pour simuler les collisions d'ions lourds. Ainsi, les principaux arguments avancés à l'origine par les détracteurs de la physique des ions lourds, qui la trouvaient trop complexe, auront-ils été balayés grâce au progrès de l'électronique et de l'informatique. Dès 1971, des physiciens atomistes s'étaient intéressés aux faisceaux de basse énergie fournis par l'accélérateur linéaire. Déployant leur instrumentation, ces chercheurs lyonnais venaient étudier l'émission de lumière qui accompagne l'épluchage des ions. Cet épluchage, rappelez-vous, était la base même du projet Alice, la méthode miracle pour produire des ions très chargés. Mais à la sortie de la feuille, l'ion n'a pas seulement perdu des électrons. Son cortège électronique est tout perturbé et son réarrangement s'accompagne d'une émission lumineuse très particulière, photographiée ici, véritable signature du niveau électronique concerné. En analysant le spectre lumineux, comme avec un prisme, les physiciens apprendront à mieux connaître la structure électronique des ions produits. Ils découvriront aussi de nouvelles raies spectrales. Pour des ions de fer, certaines de ces raies avaient déjà été observées dans la lumière solaire, mais leur origine était inconnue. Ces travaux sur Alice permettront de les identifier et de préciser l'abondance exacte du fer et d'autres métaux dans le Soleil et les étoiles. La physique nucléaire, la physique atomique et l'astrophysique auront ainsi collaboré pour percer les secrets de notre univers. Mais pour les physiciens atomistes,
Les ions de haute énergie d'Alice étaient également très intéressants. À Paris, Karine Vorer, membre de l'équipe des collisions atomiques, raconte. En 1979, nous avons produit sur Alice un faisceau d'ions de fer hautement épluché, c'est-à-dire ne possédant plus sur ses 26 électrons initiaux que quelques électrons, 1, 2 ou même pas du tout. Il s'agissait d'une première mondiale et ce n'est que quelques temps après que la même expérience a été réalisée au Super Harry Lab de Berkeley. Pour fabriquer ce faisceau, nous avons procédé à un réépluchage des ions fournis par l'accélérateur dans une cible mince et sélectionné au moyen d'un déflecteur magnétique les ions de charge donnée. En changeant le champ magnétique, on pouvait sélectionner des ions de charge plus 24, c'est-à-dire possédant 2 électrons, plus 25, 1 électron, ou plus 26, c'est-à-dire n'ayant plus d'électrons du tout. Ces ions très chargés, on les appelle multichargés, nous ont permis de réaliser des expériences de collision atomique d'un genre nouveau. Considérons par exemple le cas où on a une collision entre un ion de charge plus 26, un ion sans électrons, on dit aussi un ion nu, sur une cible d'hydrogène. Parce que c'est une collision qui ne fait intervenir qu'un seul électron, on va pouvoir étudier dans une configuration particulièrement simple le processus de capture électronique au cours duquel un électron est transféré de la couche électronique de la cible sur une couche finale du projectile. En observant le rayonnement émis par le projectile après capture, on a été capable de spécifier dans quelle couche cette capture avait lieu et avec quelle probabilité. Ce type de processus que nous avons étudié en laboratoire auprès de ces accélérateurs joue un rôle très important dans certains milieux naturels, par exemple les milieux solaires, ces gaz très ionisés qu'on appelle des plasmas, ou dans les plasmas de confinement magnétique, créés par l'homme pour générer de l'énergie nucléaire par fusion. Ces plasmas de confinement magnétique contiennent en effet, en plus du mélange deutérium-tritium, le combustible, un faible taux d'impureté arraché aux parois, qui, par collision contre les électrons et les atomes du milieu, vont réémettre consécutivement au processus qu'on a décrit précédemment, un rayonnement caractéristique qui va nous renseigner sur la température et la densité électronique du milieu. C'est-à-dire qu'ils vont véritablement faire office de thermomètre et de manomètre dans le plasma. Une autre application, plus extraordinaire peut-être, concerne la médecine. Grâce à la connaissance acquise par les physiciens atomistes sur les processus fondamentaux de collision, on maîtrise maintenant bien les phénomènes intervenant au cours de la traversée de la matière biologique par un ion multichargé. Et on a imaginé depuis peu d'en tirer parti à des fins thérapeutiques. Pour le traitement de certains cancers, on obtient d'excellents résultats en irradiant la zone malade avec un ion donné dont on a choisi l'énergie de manière très soigneuse pour obtenir un effet curatif maximum. Ainsi, le savoir acquis par les physiciens atomistes auprès de ces accélérateurs débouche sur une application particulièrement bénéfique. Comme cela arrive souvent, la technologie de pointe, élaborée pour les expériences de physique nucléaire, allait se révéler riche d'applications dans d'autres domaines. Yvon Le Beyec en témoigne. Cette machine a été réalisée à partir d'un appareil conçu pour la mesure de masse de noyaux radioactifs. Elle permet maintenant la mesure avec précision de la masse de gros assemblages d'atomes, c'est-à-dire de grosses molécules. C'est en quelque sorte une balance à molécules. Le principe en est très simple. Les molécules sont déposées sur une surface métallique très fine et sont bombardées par des ions très rapides qui provoquent leur émission de la surface. Elles sont ensuite accélérées, puis transportées sur une certaine distance L. On mesure le temps T avec un chronomètre extrêmement particulier, ce qui permet d'avoir accès à la valeur de la vitesse. À partir de la connaissance de la vitesse et de la valeur du potentiel U, on a par cette relation très simple la valeur de la masse M qu'on peut déduire. On peut voir sur ce spectre, par exemple, une grosse molécule biologique qui est une molécule d'insuline. Une application intéressante qui a été effectuée il y a quelques années au laboratoire est de voir si des molécules d'ADN pouvaient être ou non modifiées par des agents cancérigènes. Pour cela, le principe de la méthode est simple. Dans un premier temps, on pèse des morceaux d'ADN simples, puis on fait réagir ces morceaux d'ADN avec des agents chimiques ou physiques. Dans une seconde étape, on effectue une seconde pesée, et si le poids a été changé, cela signifie que ces fragments d'ADN ont été effectivement bien modifiés par des agents cancérigènes. On comprend donc l'importance de ces résultats dans le domaine biomédical. D'ailleurs, une seconde génération d'appareils est en cours de construction au laboratoire pour de telles mesures. Depuis 1974, au vu des succès d'Alice,
physiciens et ingénieurs préparaient l'avenir de la physique des ions lourds. Un projet d'accélérateur est déposé en 1975 et la même année, à l'occasion du plan de relance économique, Michel d'Ornano lui donne le feu vert. Le Ganil, grand accélérateur national d'ions lourds, sera construit à Caen. Il est mis en chantier en 1976. Sa construction dirigée par Marc Lefort, pionnier des ions lourds, durera 6 ans. Ganil est un ensemble de 3 cyclotrons en cascade, un petit injecteur compact et 2 énormes cyclotrons à secteurs séparés. Entre ces 2 machines, un barillet permet d'insérer les feuilles minces qui serviront à l'épluchage des ions. Tout un arsenal de technologies nouvelles a été mis en œuvre et Ganil est une grande réussite. Cependant, la crise économique née des 2 chocs pétroliers étend son emprise et la recherche fondamentale est durement touchée. Au moment même où la médecine et la santé publique récoltent le fruit des efforts développés par la physique nucléaire depuis des décennies, au moment où seule l'énergie nucléaire permet d'assurer l'autonomie énergétique de la France, la part du budget consacré à la physique nucléaire, discipline encore riche d'avenir, diminue chaque année. Dans de telles conditions, le démarrage de Ganil risque d'entraîner l'arrêt d'Alice, comme l'explique René Bimbaud, physicien à Orsay. En 1980, quand on m'en a confié la responsabilité, l'accélérateur Alice était menacé d'arrêt à court terme. Nous avons dû organiser sa défense afin de poursuivre nos programmes de recherche en cours. Pour cela, nous avons constitué un dossier qui s'appuyait sur 3 arguments principaux. D'abord, le bon fonctionnement de l'appareil, ensuite, la qualité de nos programmes de physique, et enfin, l'ouverture sur plusieurs disciplines. Et c'est vrai que l'accélérateur fonctionnait très bien. Depuis quelque temps, il n'y avait pratiquement plus de panne. Il faut dire que nous avions la chance sur Alice d'avoir une équipe technique de tout premier ordre. Et dans ces moments difficiles, nous avons pu apprécier la grande solidarité qui s'était établie entre ses collègues techniciens et les équipes de physique. Le second argument, c'était la qualité de notre production scientifique. On venait justement, en physique nucléaire, de découvrir 2 phénomènes nouveaux qui concernaient les collisions d'ions lourds. Le premier d'entre eux, c'était la présence, tout au début du choc, d'une sorte de vibration de tout le noyau. Ce phénomène, très intéressant du point de vue théorique, se manifestait par une légère ondulation sur certaines courbes expérimentales, presque imperceptibles. Cependant, l'œil exercé de nos collègues l'avait repéré, et plus tard, des expériences ont confirmé leur existence. Le second phénomène, découvert par une autre équipe, était tout aussi intéressant. On avait démontré par une série d'expériences que dans certaines conditions, la collision de 2 ions lourds peut conduire à l'émission de fragments avec des caractéristiques très proches de celles des fragments de fission, mais sans qu'on soit passé par un état de fusion complètement équilibré. C'est ce qu'on a appelé la fission rapide ou fission dynamique. Mais surtout, la grande originalité d'Alice, c'est qu'elle s'ouvrait de plus en plus aux disciplines autres que la physique nucléaire, ce qui permettait d'envisager une prise en charge pluridisciplinaire de ses coûts de fonctionnement. D'autant plus que nous venions de découvrir un nouveau champ d'application des ions lourds, celui de la recherche spatiale. Oui, Alice va aider Ariane, ou plutôt les ingénieurs du Centre national d'études spatiales qui sont confrontés, comme leurs collègues américains de la NASA, à un nouveau danger menaçant les satellites artificiels. Les composants électroniques embarqués à bord de ces satellites sont soumis au flux incessant du rayonnement cosmique. Dans ce rayonnement, les ions lourds sont rares, mais très meurtriers. Un seul d'entre eux, en traversant un transistor, peut simuler un signal aux conséquences imprévisibles. Afin de sélectionner les composants électroniques qui résistent le mieux aux ions lourds, le CNES recherche une machine capable d'accélérer des ions de fer les plus dangereux dans le flux cosmique. Alice est la seule en France. L'enjeu économique est important. La collaboration entre physiciens nucléaires et ingénieurs du CNES permettra la mise au point de méthodes expérimentales et en 5 ans, avec le concours de la MATRA, des séries de composants seront testées avec succès.
L'Agence spatiale européenne et le Jet Propulsion Laboratory de Pasadena aux États-Unis utiliseront aussi les faisceaux d'Alice pour ce type d'expérience. Mais revenons en 1981. François Mitterrand vient d'être élu à la présidence de la République. Le colloque Recherche et technologie, favorable aux activités pluridisciplinaires, permet d'espérer un avenir pour Alice. Mais cet espoir sera sans lendemain. Après une réduction progressive de son temps de fonctionnement, Alice sera arrêtée en 1985. Ainsi se terminera une aventure exceptionnelle qui aura duré presque 20 ans. L'accélérateur Alice sera démonté en 1986, le cyclotron transféré à Belgrade, en Yougoslavie, alors que rien ne permet de prévoir les dramatiques événements qui vont survenir dans ce pays. En 1987, l'accélérateur linéaire sera classé monument historique et en 1988, sa structure d'électrode sera érigée sur le campus d'Orsay. L'histoire d'Alice était terminée, mais la relève était assurée. Le Ganil, machine nationale, fonctionnait à pleine puissance depuis janvier 1983. Ayant intégré progrès technologiques et connaissances scientifiques, il était le fleuron de la physique nucléaire française. Déjà, les premières expériences montraient les limites de la fusion lorsque la violence des collisions est telle que le noyau entre en ébullition. Déjà, la moisson des nouveaux noyaux recommençait. Projetés vers l'avant à grande vitesse et soigneusement triés par un système d'aimants, ces noyaux radioactifs, aux propriétés parfois étranges, pouvaient être conduits en véritables faisceaux vers une autre cible, où ils allaient engendrer de nouvelles réactions nucléaires. Tout isotope de la carte devenait ainsi un projectile potentiel. De la même façon qu'Alice avait lancé la physique des ions lourds, Ganil développerait la physique des faisceaux radioactifs. La boucle se bouclait, mais entre Alice et Ganil, la connaissance avait progressé. Telle une particule au sein d'un cyclotron, elle avait décrit une sorte de spirale qui la ramenait près de son point de départ, mais sur une orbite agrandie. Tout allait plus vite, et les hommes, techniciens et chercheurs, stimulés par leur succès, entraient de plein pied dans cette nouvelle aventure. Thank you.